Tolingi Zaïre liboke moko, lisanga moko, tatabo, mamabo, ekolobo, partibo, okonzibo. Il s'agit de l'agression du Zaïre par des anciens gendarmes katongais venus d'Angola via la Zambie, entraînés et encadrés par des Cubains, équipés par l'Union soviétique et l'Allemagne de l'Est. Ce coup, les promoteurs de l'agression l'avaient baptisé l'opération Colombe. Cette agression qui défraie la chronique internationale a été caractérisée par des pillages, des viols, des assassinats gratuits et de nombreux actes de vandalisme et de terrorisme. Agression dont le soi-disant Front National de Libération du Congo, établi à Bruxelles, a revendiqué la responsabilité. Ce qui veut dire que seuls les auteurs de cette agression sont responsables de l'assassinat collectif des centaines d'expatriés et des milliers de Zaïrois innocents. Nous avons eu affaire à des bandits, à des gangsters. L'armée zaïroise n'a pas eu en face d'elle une armée organisée qui a envahi le pays, mais nous avons eu affaire à des tueurs qui se sont infiltrés. L'intention de tuer, d'assassiner, de faire du tort, de toucher au cœur même de l'économie du Zaïre est là. Les documents saisis le prouvent. Ils sont venus pour tuer, ils sont venus pour assassiner, ils sont venus pour faire du tort à l'économie au moment même où un plan, celui qui porte mon nom, était déjà là, monté avec le concours de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Bien, ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais je crois qu'avec ce que nous sommes en train de préparer, je suis en mesure de vous dire que la sécurité de ceux qui feront désormais confiance à mon pays sera garantie à 100%. Toutes les caisses portent la mention Union soviétique, donc vous savez qui est derrière ce qui se passe ici, le sang de mon peuple qui coule à cause de l'Union soviétique. Il ne faut même pas me poser des questions là-dessus, c'est l'Union soviétique qui est derrière. Voilà un peuple qui vivait paisiblement et brusquement qui est agressé. C'est ça. Mais moi, en ce qui me concerne, je dirais toujours les quatre vérités. Même lorsque Brejnev fera des déclarations mensongères. Le pion Neto en Angola, qui l'a placé au pouvoir? C'est l'Union soviétique. Retirer aujourd'hui les Cubains et les autres mercenaires qui sont en Angola. Donc, tout s'écroule. C'est fini. Plus de pouvoir. Je cite encore le communiqué de l'Élysée de cet après-midi parce qu'il apporte une précision importante, mais qui n'est pas tout à fait en accord avec ce que disent les autorités belges. Toutes les informations nécessaires ont été données au gouvernement concerné, et notamment au gouvernement belge, avec lequel une liaison constante est maintenue. Ce communiqué est tombé dans le milieu de l'après-midi, mais la nouvelle de l'intervention française à Kolwezi a été... Les parachutistes zaïrois, largués hier sur Kolwezi, ont réussi à dégager l'aéroport. Nous volons à l'instant même à bord d'un C-130 Hercules, piloté par le général Mobutu lui-même, qui se rend sur place à Kolwezi, là où les combats font rage. Monsieur le Président,
Monsieur le Président, quelle est la situation militaire actuellement à Kolwezi? Comme vous l'avez appris hier, depuis 18h30 heure locale, l'aéroport de Kolwezi a été réinvesti par le 311e bataillon aéroporté de nos troupes. Les combats continuent encore? Les combats font toujours rage dans la ville même. Et pensez-vous que la bataille sera longue et dure? Nous sommes en train de mettre le dispositif en place. Ça dépend de la conduite de la guerre. Mon général, une dernière question. Il y a tout de même 4000 Européens qui sont retenus en otage par les Katangais. Est-ce que vous allez pouvoir les dégager? Je crois vous avoir dit ici que tous les dispositifs sont en cours. Les combats ont été d'une rare violence autour de la piste de Kolwezi, car on voit partout le sol jonché de carcasses d'avions et d'hélicoptères, d'obus non éclatés. On tire encore un peu dans tous les coins car l'armée zaïroise pour l'instant contrôle le périmètre de l'aéroport. La ville de Kolwezi, avec ses 2500 otages européens, est toujours entre les mains des ex-gendarmes katangais. Ces gendarmes katangais, lorsqu'ils sont arrivés il y a donc maintenant 5 jours, se sont conduits d'une façon à peu près correcte. On le sait par le consul de Belgique qui, par radiotéléphone, réussit encore à nous tenir au courant de ce qui se passe là-bas. Mais depuis que les conseillers cubains et angolais ont quitté leurs protégés katangais pour se refouler au-delà de la frontière de Zambie, ces soldats ont été livrés à eux-mêmes et se sont abandonnés à un pillage systématique de la ville. On aurait violé des femmes, on a promené des blancs dans des camions découverts, on les a livrés à la foule. Il y aurait eu plusieurs dizaines de morts. Pour l'instant, quelle que soit l'aide apportée par la France, la Belgique, les États-Unis et la Grande-Bretagne, ce qu'il importe, c'est une évacuation humanitaire de ces 2500 civils dont le sort est extraordinairement critique. Raymond Girard, TF1 à Kolwezi. Au commandant premier jeu militaire. Mon général. Tributaire de l'Angola, aussi bien pour acheminer son cuivre vers les marchés européens que pour la sécurité à l'intérieur du Chaba, le Zaïre a donc tout intérêt à entretenir les meilleures relations avec son voisin angolais. Relations amicales qui n'excluent nullement une vigilance accrue le long des frontières, comme le souligne le gouverneur du Chaba, le général Singa. Mon général, la levée de troupes est terminée. À vos ordres. Mon général, en mai dernier, lorsque la colonne des 4000 Katangais a traversé une partie du Chaba pour arriver jusqu'à Kolwezi, est-ce que vous n'aviez pas de moyens d'observation pour justement savoir que ces troupes avançaient vers Kolwezi? Vous savez, là, je crois qu'il y a eu une petite erreur tactique de notre part. Parce que notre regard était surtout fixé sur la frontière zaïro-angolaise. On considérait à ce moment-là comme la frontière Zambie-Zaïre comme une frontière sûre. Donc nos dispositifs de sécurité étaient surtout basés du côté de la frontière zaïro-angolaise. Et actuellement, vous pensez qu'il n'y a plus de possibilité d'effet de surprise? Et vous estimez que le calme est revenu dans la totalité du Chaba? Le calme est revenu dans la totalité du Chaba. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle nous allons croiser les bras pour dire que le calme est revenu et qu'on ne peut pas continuer à vigiler. Donc moi, ma première mission, c'est de continuer à insister sur la vigilance de nos troupes. L'erreur tactique des forces zaïroises a tout de même fait 1 millier de victimes, dont une centaine d'Européens. Les corps de ces derniers avaient été jetés dans les fosses communes 15 jours après le massacre. 2 médecins bénévoles, les docteurs Rupol et Télin, ont exhumé les victimes pour les identifier et leur donner une sépulture décente. Nous avons assisté à l'exhumation de la dernière victime européenne
qui a été ensuite identifié et puis inhumé après une cérémonie religieuse. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Apporta inferi et robe domini anima seorum. On m'a poignardé dans le dos. Je n'ai pas apprécié, mais bref, les choses sont claires. L'agression est là. Les réfugiés sont source de beaucoup de problèmes. En 1993 et 1994, l'Est du Zaïre devient le théâtre de profonds bouleversements. Des centaines de milliers de réfugiés affluent, burundais, mais surtout rwandais, fuyant les guerres civiles dans leur pays. Au sud Kivu, des camps de fortune s'installent le long de la rivière Ruzizi. Ils abritent non seulement des civils, mais aussi des soldats de l'ancien régime rwandais et des miliciens Interahamwe, responsables du génocide. Cette tragédie est l'aboutissement d'une longue histoire. Depuis la colonisation, la société rwandaise est marquée par une fracture entre Hutus et Tutsis. Minoritaires, les Tutsis ont été favorisés par l'administration coloniale belge, accédant à l'éducation et aux responsabilités politiques. Les Hutus, majoritaires, sont restés cantonnés au travail agricole. La révolte de 1959 entraîne massacres et exodes, contraignant de nombreux Tutsis à se réfugier dans les pays voisins. Au Zaïre, ces exilés, appelés Banyarwanda, s'installent durablement. Dans les années 1960, leur présence est déjà remarquée. Ernesto Che Guevara, venu soutenir la rébellion de Laurent Kabila au maquis de Fizi, écrit dans son journal « On entendait souvent parler des ennuis d'un soldat rwandais, qui manquait du nombre de vaches requis par le père de la femme de ses rêves. » Dans les années 1980, ces exilés prennent part à d'autres luttes régionales. En Ouganda, ils rejoignent la rébellion de Yoweri Museveni. Lorsque ce dernier prend le pouvoir en 1986, plusieurs réfugiés rwandais accèdent à des postes clés. Fred Rwigema devient commandant en chef adjoint et Paul Kagame est nommé directeur du renseignement militaire. Mais très vite, Museveni se lasse de ses alliés rwandais. Kigali refuse catégoriquement le retour des exilés, arguant que le Rwanda est trop petit pour les accueillir. En 1987, les réfugiés forment alors le Front patriotique rwandais, FPR, dont l'objectif est de renverser Habyarimana. Le 1er octobre 1992, le FPR attaque le Rwanda depuis l'Ouganda. Pris de court, Habyarimana fait appel à son vieil allié, Mobutu. Celui-ci envoie une unité d'intervention commandée par le général Maele. Les militaires zaïrois, aux côtés des forces armées rwandaises, repoussent les rebelles de Kagame jusqu'en Ouganda. Mais le 6 avril 1994, tout bascule. L'avion du président Habyarimana est abattu au-dessus de Kigali, déclenchant le génocide le plus meurtrier de la fin du XXe siècle. En quelques semaines, près d'1 million de Tutsis et de Hutus modérés sont massacrés. Le FPR de Kagame prend le pouvoir à Kigali, tandis que plus de 2 millions de Hutus, civils, soldats et miliciens, fuient vers le Zaïre. Mobutu accueille ces réfugiés et va jusqu'à organiser les funérailles d'Habyarimana à Gbadolit. Ces aéroports servent de base logistique pour l'opération française Turquoise. En quelques jours, Goma et Bukavu voient l'installation de gigantesques camps, regroupant près d'1,5 million de personnes. Mais parmi elles se trouvent aussi les ex-FARC et les milices Interahamwe, arrivées avec armes et munitions. Pour Paul Kagame, au pouvoir à Kigali, cette situation est intenable. Les camps de réfugiés deviennent des bases arrières pour les forces hostiles au Rwanda. La guerre du Rwanda venait de se transférer au Zaïre. Dès lors, Kigali et ses alliés régionaux, dont l'Ouganda, conçoivent un plan d'intervention. Officiellement, il s'agit de démanteler les camps et de neutraliser les miliciens génocidaires. En réalité, il s'agit aussi d'affaiblir Mobutu. L'organisation par Mobutu des funérailles d'Habyarimana à Gbadolit est perçue comme un défi par le nouveau régime rwandais. À l'est du Zaïre, la fracture devient béante. D'un côté, les Hutus, encadrés par les ex-FAR et les Interahamwe, de l'autre, les Tutsis congolais, accusés d'être des relais de Kigali. Le maréchal Mobutu, affaibli par la maladie et éloigné du terrain, ne mesure pas l'ampleur du danger. Nous avons de preuves matérielles de présence des troupes rwandaises sur notre territoire, de la manière dont les troupes rwandaises entraînent certains
de nos concitoyens, des Banyamulenge, qui considèrent comme étant les leurs, et avec eux, ils veulent déstabiliser le Zaïre. Si les Banyamulenge ont des problèmes avec les autochtones qui ne les considèrent pas comme des Zaïrois, c'est un problème zaïro-zaïrois, c'est un problème de nationalité, c'est un problème qui doit être réglé par le gouvernement du Zaïre et non pas par le gouvernement du Rwanda. La guerre qui éclate en 1996 ne se limite pas à l'éloignement des ex-FAR et des milices Interahamwe réfugiées au Zaïre. Très vite, elle révèle des ambitions bien plus larges. Derrière l'opération dite de sécurisation, le Rwanda et l'Ouganda poursuivaient 3 objectifs majeurs. Occuper durablement les territoires stratégiques du Nord Kivu, notamment le Masisi et le Rutshuru, chasser Mobutu du pouvoir et résoudre la question de la nationalité des Banyarwanda. Comme l'avait fait Yoweri Museveni quelques années plus tôt, en orientant ses combattants Tutsis vers la guerre du Rwanda. Kigali et Kampala cherchaient à se libérer de leurs propres combattants encombrants en les aiguillant vers une nouvelle guerre de conquête au Zaïre. Le 28 octobre 1996, le président rwandais, Pasteur Bizimungu, lui-même révèle publiquement cette vision expansionniste. Devant la presse, il brandit une carte du Grand Rwanda, précolonial, affirmant que des portions de l'Est congolais et du sud-ouest de l'Ouganda avaient jadis appartenu au royaume Nyiginya. Il ajoute « À l'arrivée des Blancs au Rwanda, le Rwanda avait à peu près 600 ans d'existence en tant que pays. Il s'étendait des lacs Rweru et Tiohoa, franchissant la chaîne des volcans, jusqu'au lac Rwikanzige, lac Édouard. Même la région jadis appelée Bishugi, berceau des Banyamulenge, faisait partie du Rwanda. Ces Banyamulenge dont vous entendez parler sont nos congénères avec qui nous partagions le Rwanda. » Derrière ce discours, un plan rwando-ougandais est bel et bien élaboré, avec le soutien discret des États-Unis. Dans la logique géopolitique de l'administration Clinton, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi deviennent des alliés stratégiques, perçus comme un cordon sanitaire contre l'intégrisme musulman qui inquiétait alors Washington. Pour masquer cette intervention étrangère, Kigali et Kampala fédèrent plusieurs groupes congolais mécontents sous une bannière commune, l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL. Mes très chers compatriotes, en ces instants critiques pour notre nation, je m'adresse à vous avec la gravité et la solennité qu'impose la situation. L'Est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, de la République démocratique du Congo, symbole de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles.
toutes les caisses portent la mention Union soviétique. Donc, vous savez qui est derrière ce qui se passe ici, le sang de mon peuple qui coule à cause de l'Union soviétique. Il ne faut même pas me poser des questions là-dessus. C'est l'Union soviétique qui est derrière. Voilà un peuple qui vivait paisiblement et brusquement qui est agressé. C'est ça. Mais moi, en ce qui me concerne, je dirais toujours les quatre vérités. Même lorsque Brejnev fera des déclarations mensongères. Le pion Neto en Angola, qui l'a placé au pouvoir? C'est l'Union soviétique. Retirer aujourd'hui les Cubains et les autres mercenaires qui sont en Angola. Ben, tout s'écroule. C'est fini. Plus de pouvoir.